L'héritier du milliardaire. Un héritage reconquis. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter en nous disant d'où vous nous écoutez. Préparez-vous pour une histoire qui vous donnera des frissons. Le printemps était arrivé sur la côte californienne avec une douceur qui contrastait cruellement avec la tempête sur le point de s'abattre sur la vie d'Isabella Cruz. Le soleil se couchait sur le Pacifique, peignant de teintes dorées la Villa Serenity, la demeure de son mari, l'impitoyable mania de l'hôtellerie Alexander Thorne. La lumière du soir filtrait à travers les immenses fenêtres du salon principal, où plus de 200 invités de l'élite californienne profitaient du gala de charité annuel organisé par le couple. Isabella, dans sa robe turquoise qui soulignait l'éclat de ses yeux bruns, se déplaçait parmi les invités avec l'élégance d'une personne née avec une cuillère d'argent dans la bouche, bien que son sourire cachât une anxiété qui lui rongeait l'âme. Dans son sac à main, soigneusement rangé, elle portait un secret qui allait changer le cours de son existence, un test de grossesse positif. Après 2 ans de mariage avec Alexander, elle pouvait enfin lui annoncer la nouvelle qu'ils espéraient tous les deux, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. « Pourrions-nous parler en privé ?» murmura-t-elle à l'oreille de son mari, qui était engagé dans une conversation animée avec l'ambassadeur de France et sa femme. Le regard glacial qu'Alexander lui lança aurait glacé l'enfer lui-même. Avec des excuses courtoises à ses compagnons, il prit délicatement le coude d'Isabella et la conduisit à son bureau privé, en gardant un sourire parfait qui n'atteignait pas ses yeux. « Qu'est-ce qui peut bien être si important pour m'interrompre au milieu d'une conversation cruciale ?» demanda-t-il avec un calme terrifiant, une fois la porte refermée derrière eux. Isabella, les mains tremblantes, sortit le test de grossesse de son sac. « Nous allons être parents, Alexander. » Le silence qui suivit fut plus douloureux que n'importe quel cri. Alexander prit le petit objet entre ses doigts, l'examinant comme s'il s'agissait d'un contrat suspect. Ses traits, sculptés comme dans du marbre, ne révélaient aucune émotion. De qui est-il? La question frappa Isabella comme une gifle. Ses genoux fléchirent, l'obligeant à s'appuyer contre le bureau en acajou. « Qu'est-ce que tu insinues? »« C'est le tien, bien sûr. » Le rire d'Alexander résonna, froid et sans humour. « S'il te plaît, Isabella, nous savons tous les deux que je ne peux pas avoir d'enfant. Les médecins ont été très clairs à ce sujet. » Le monde s'arrêta pour Isabella. « De quoi parles-tu? Tu ne me l'as jamais dit. Je n'ai pas jugé nécessaire de partager cette information. Notre mariage a toujours été un arrangement pratique, une fusion d'empires hôteliers. Je ne t'ai jamais promis un conte de fées. » Mon Dieu, des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Isabella, brouillant le maquillage parfait qu'elle avait mis des heures à appliquer. « Tu mens. Tu dis ça pour me faire du mal, pour justifier tes absences, tes infidélités. » Le visage d'Alexander s'assombrit. Dans ses yeux noirs, une lueur de fureur contenue brillait. « Alors maintenant, c'est moi l'infidèle. Comme c'est pratique, ma chérie. Mais ce théâtre est terminé. » Alexander se dirigea vers la porte, l'ouvrant en grand. Le murmure de la fête envahit la pièce comme une vague. Sans se retourner, il prononça les mots qui allaient marquer un avant et un après. « Je veux que tu sois hors de ma maison ce soir. Demain, mes avocats te contacteront. » Isabelle sentit l'air lui manquer. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça devant tout le monde. » Le sourire d'Alexander était celui d'un prédateur. « Regarde-moi faire. » Il retourna dans le salon d'un pas décidé et, levant une coupe de champagne, il attira l'attention de tous. Le tintement du verre imposa un silence plein d'attente. « Chers amis, je regrette d'interrompre cette merveilleuse soirée avec une annonce personnelle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'honnêteté et la loyauté sont des valeurs fondamentales dans ma vie et dans mes affaires. Sa voix, entraînée dans un millier de réunions de conseils d'administration, emplit chaque recoin de la pièce. C'est pourquoi je suis contraint de vous informer que mon mariage avec Isabella a pris fin ce soir. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Isabella, paralysée sur le seuil du bureau, sentit chaque regard la transpercer comme un poignard. « Les raisons sont strictement personnelles, mais je suis sûr que vous respecterez notre vie privée en ces temps difficiles. La fête continue. Bien sûr, les enfants de la Fondation méritent notre soutien inconditionnel. » Avec ces mots, Alexander avait scellé son destin. Les invités, après le choc initial, reprirent leur conversation avec plus d'intensité, alimentant le scandale naissant de théories et de conjectures. Eleanor Thorne, la mère d'Alexander,
se précipita vers Isabella avec une expression horrifiée. À 70 ans, elle conservait la dignité et l'élégance qui l'avaient caractérisée toute sa vie. « Que s'est-il passé, ma chère enfant ?» murmura-t-elle en prenant les mains d'Isabella dans les siennes. « Je suis enceinte, Eleanor, et Alexander dit que ça ne peut pas être de lui. Il dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. » Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent de compréhension. « Mon fils ment, cet orgueil qui est le sien, tout comme celui de son père. » Avant qu'elle ne puisse continuer, Victoria Hayes, la directrice juridique de l'entreprise et, selon les rumeurs, l'amante occasionnelle d'Alexander, s'approcha avec un sourire à peine déguisé. « Isabella, ma chère, j'ai appelé un taxi. Ils t'attendent à l'entrée de service. » Oui, pour éviter tout désagrément, l'humiliation était complète. Avec le peu de dignité qui lui restait, Isabella se rendit dans sa chambre où elle emballa quelques effets personnels dans une petite valise. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'elle regardait une dernière fois ce qui avait été sa maison pendant 2 ans. Des photos de son mariage, des vacances, des moments qu'elle croyait heureux. Tout n'avait été qu'un mensonge élaboré. En descendant l'escalier de service, elle rencontra Sophia Thorne, la sœur cadette d'Alexander, qui l'attendait avec une expression affligée. « Je n'arrive pas à croire ce que mon frère est en train de faire, » dit-elle en la serrant fort dans ses bras. « Ça ne va pas en rester là, je te le promets. » Isabella se dégagea doucement. « Ne t'en mêle pas, Sophia. Tu connais ton frère. Son orgueil est plus fort que n'importe quel sentiment. Mais le bébé, ce bébé et moi, nous irons bien, » répondit Isabella en posant une main protectrice sur son ventre. « Je te le promets. » Le taxi l'attendait sous la pluie qui avait commencé à tomber, comme si le ciel pleurait avec elle. Avant de monter, elle regarda une dernière fois la demeure illuminée, où la musique et les rires continuaient comme si de rien n'était. Elle se jura silencieusement qu'elle ne reviendrait jamais dans cet endroit, qu'elle ne mendierait jamais l'amour ou la reconnaissance d'un homme incapable de ressentir. Pensez-vous qu'Isabella trouvera un jour le vrai bonheur après une telle trahison? Selon vous, qu'est-ce qui a poussé Alexander à agir si cruellement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. 5 ans plus tard, Alexander Thorne contemplait la ville depuis la fenêtre de son bureau, au dernier étage du gratte-ciel qui abritait le siège de Thorne Hotels and Resorts. À 42 ans, il était l'homme d'affaires le plus influent du secteur du tourisme espagnol, avec des propriétés sur 3 continents. Cependant, les rides prématurées sur son front et les cheveux gris qui commençaient à apparaître à ses tempes révélaient le prix de son succès. Les chiffres du dernier trimestre sont préoccupants, Alexander. Victoria, désormais sa petite amie officielle et directrice juridique du groupe, commenta « L'expansion en Amérique latine coûte plus cher que prévu. » Alexander l'entendit à peine. Le même rêve l'avait tourmenté la nuit précédente. Isabella tenant un bébé en pleurs avec son propre visage. Il se réveillait toujours au même moment, lorsqu'il essayait de toucher l'enfant et que celui-ci disparaissait entre ses doigts. « Tu m'écoutes ?» La voix de Victoria le ramena à la réalité. « Bien sûr, prépare un rapport détaillé pour la réunion du Conseil. Je ne veux aucune surprise à la réunion de demain. » L'expansion internationale avait été son grand pari, mais aussi sa plus grande erreur stratégique. Pour la financer, il avait dû ouvrir le capital de l'entreprise, devenant l'otage d'actionnaires qui ne partageaient pas sa vision à long terme. Son contrôle sur l'empire qu'il avait bâti s'affaiblissait de jour en jour. Son téléphone interrompit ses pensées. C'était Eleanor, sa mère. « Fils, viendras-tu déjeuner dimanche? Je ne t'ai pas vu depuis des semaines. J'ai beaucoup de travail, mère. Peut-être le mois prochain. » Le soupir d'Eleanor traduisit toute sa déception. « Alexander, tu ne peux pas continuer comme ça, depuis qu'Isabella est partie. Ne prononce pas son nom. » Il la coupa sèchement. « Cette femme n'existe plus pour moi. Cette femme portait ton enfant dans son ventre quand tu l'as jeté dehors comme une criminelle. Mon petit enfant que je n'ai jamais rencontré. » Alexander ferma les yeux, essayant de contrôler la rage qui montait toujours en lui quand quelqu'un mentionnait cet épisode. « Tu sais très bien que cet enfant ne pouvait pas être le mien. » Et si c'était le cas, le défia Eleanor. « As-tu déjà envisagé que les médecins puissent se tromper? Ou préfères-tu croire que tu es stérile plutôt que d'accepter la possibilité que tu aies abandonné ta propre chair et ton propre sang? » Alexander raccrocha sans répondre. Sa mère n'avait jamais compris, n'avait jamais vu Isabella comme l'opportuniste qu'elle était. Elle était entrée dans sa vie sous le prétexte d'une fusion d'entreprises entre leurs familles,
le séduisant par son apparente innocence et sa beauté sereine. Quand il avait découvert son infidélité, il n'avait pas hésité à couper les ponts. Mais au fond de lui, un doute le rongeait. Et si sa mère avait raison? Et si les médecins s'étaient trompés? Il avait passé 5 ans à construire une carapace autour de cette possibilité, refusant d'enquêter, de chercher, de savoir. La fête annuelle du groupe hôtelier battait son plein à la Villa Serenity. 5 ans après le scandale, personne n'osait mentionner le nom d'Isabella en présence d'Alexander. Mais les rumeurs sur son lieu de résidence étaient fréquentes dans les cercles de la haute société. Certains disaient qu'elle vivait en Argentine, d'autres qu'elle était retournée chez ses parents à Londres. Personne ne savait avec certitude ce qu'elle était devenue. Alexander trinquait avec ses invités, affichant un sourire qu'il ne ressentait pas, lorsque le vrombissement reconnaissable d'un hélicoptère en approche rompit l'harmonie de la soirée. Il n'attendait personne d'autre. Tous les invités importants étaient déjà arrivés. L'appareil atterrit sur les héliports privés qu'il avait récemment fait construire, symbole de son pouvoir et de son exclusivité. Le temps sembla s'arrêter pour Alexander lorsqu'il reconnut Isabella. Elle était plus belle que jamais dans une robe rouge qui contrastait avec sa peau hâlée. Ses cheveux, autrefois longs jusqu'à la taille, encadraient désormais son visage d'une coupe plus mature et sophistiquée. Mais ce qui paralysa vraiment son cœur, ce furent les 4 enfants qui l'accompagnaient, identiques les uns aux autres, avec les mêmes cheveux sombres et les mêmes yeux perçants qui le regardaient dans le miroir chaque matin. Le silence tomba sur la fête comme un linceul. Isabella s'avança parmi les invités avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait, guidant les 4 petits qui restaient dignes et en parfait ordre autour d'elle. Elle s'arrêta devant Alexander, dont le visage avait perdu toute couleur. « Bonsoir, Alexander. » Sa voix était calme, presque cordiale. « Ça fait longtemps. » Incapable de prononcer un mot, Alexander regarda les 4 enfants qui l'observaient avec curiosité. Il devait avoir environ 4 ans, peut-être 5. « Nous devons parler de l'empire dont tes enfants hériteront un jour. » Isabella continua, sortant une enveloppe avec des documents de son sac à main. « Je pense que tu seras intéressé de savoir que je détiens 15% des actions de ton entreprise, assez pour exiger un siège au conseil d'administration. » Le monde d'Alexander s'effondra autour de lui. Les 4 enfants étaient la preuve vivante de son erreur, de sa terrible erreur. Et maintenant, Isabella était de retour, non pas comme la victime qu'il avait expulsée cette nuit de printemps, mais comme une femme puissante, prête à réclamer ce qui lui revenait de droit. Elle était venue pour la vengeance, pour l'argent, pour la revendication. En regardant ces 4 petits qui étaient son portrait craché, Alexander Thorne sut que plus rien ne serait jamais pareil. Le château de cartes qu'il avait construit sur des mensonges et de l'orgueil commençait à s'effondrer. Et le pire était encore à venir. Suivez-nous pour les mises à jour. Selon vous, quelles sont les véritables intentions d'Isabella? L'empire d'Alexander survivra-t-il à ce défi inattendu? Partagez vos prédictions. Les premiers rayons du soleil méditerranéen filtraient à travers les rideaux de la chambre principale de la Villa Serenity, mais Alexander Thorne était réveillé depuis des heures. L'insomnie était devenue sa fidèle compagne depuis la nuit précédente. Comme Isabella et ses 4 enfants, ses fils, avaient fait irruption dans sa vie comme un tsunami, menaçant de tout balayer, les invités étaient partis au milieu des murmures et des regards indiscrets, impatients de répandre le scandale dans leurs cercles sociaux. Victoria, la mâchoire crispée et les yeux pleins d'une fureur contenue, était restée à ses côtés comme une statue de glace, calculant chaque mouvement. Eleanor, sa mère, avait embrassé les petits avec des larmes aux yeux, reconnaissant instantanément les traits familiers sur ses visages d'enfants. Rory, Gabrielle, Matt et Julian. Isabella avait présenté les quadruplés avec une fierté maternelle. « Vos petites-fils, Lady Eleanor. » Maintenant, dans la solitude de sa chambre, Alexander regardait une photographie qu'il avait gardée cachée au fond d'un tiroir. Lui et Isabella, le jour de leur mariage. Elle souriait avec un bonheur si authentique qu'il était douloureux de la regarder, tandis qu'il gardait son expression sérieuse, comme si même alors il savait que ce mariage était voué à l'échec. « As-tu dormi un peu? » La voix de Victoria le surprit. Il ne l'avait pas entendu entrer. « Comment le pourrais-je? » répondit-il en rangeant précipitamment la photographie. « J'ai 4 enfants dont j'ignorais l'existence et une ex-femme qui possède suffisamment d'actions dans mon entreprise pour me renverser. »
Victoria s'approcha, l'enveloppant dans une étreinte calculée. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Mes contacts au cabinet enquêtent déjà sur la manière dont elle a obtenu ses actions. S'il y a eu une quelconque irrégularité, nous la trouverons. Alexander se dégagea brusquement. Tu n'as pas vu ces enfants, Victoria. Ils sont identiques à moi. Ce sont les miens. La réalité de ces mots le frappa durement. Pendant 5 ans, j'ai vécu convaincu d'un mensonge. Et si c'est exactement ce qu'elle veut que tu penses, la voix de Victoria dégoulinait d'un doux venin. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un utilise des enfants pour manipuler un homme puissant. Alexander secoua la tête. Il ne pouvait plus écouter ces insinuations. Il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui fournir. La demeure qu'Isabella avait louée dans la banlieue de Los Angeles était considérablement plus modeste que la Villa Serenity, mais elle dégageait un goût exquis. Des jardins parfaitement entretenus entouraient la propriété, et le son des rires d'enfants flottait depuis la piscine à l'arrière. Alexander resta dans sa voiture un instant, rassemblant le courage d'affronter la réalité. Finalement, il appuya sur la sonnette et attendit, le cœur battant dans sa poitrine, comme s'il voulait s'échapper. Une femme âgée au comportement aimable ouvrit la porte. Monsieur Thorne, je présume, dit-elle avec un accent sud-américain distinct, Madame Cruz vous attend dans le jardin arrière. En suivant la femme à travers la maison, Alexander remarqua des détails qui révélaient la présence des enfants. Des jouets soigneusement rangés, des dessins colorés encadrés sur les murs, des photographies documentant des moments dont il n'avait jamais été témoin. Chaque image était un coup de poignard dans sa conscience, un rappel de tout ce qu'il avait manqué. Isabella était assise à une élégante table de jardin, une tasse de thé à la main et des documents étalés devant elle. Elle était vêtue simplement mais élégamment, et la brise jouait dans ses cheveux. En le voyant, un léger sourire apparut sur ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Bonjour, Alexander. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à te voir si tôt. » Il s'assit en face d'elle, incapable de dissimuler son malaise. « Nous devons parler, bien sûr. Par où veux-tu commencer? Avec tes enfants? Avec les actions de la société? Ou peut-être avec les 5 années qui se sont écoulées depuis que tu m'as chassé de ta vie comme une criminelle? » La froideur de sa voix contrastait avec le souvenir de la femme douce et passionnée qu'elle avait été. Alexander comprit que le temps et la douleur l'avaient transformé. « Avec les enfants, répondit-il finalement. Comment est-ce possible? Les médecins m'ont dit. Les médecins se sont trompés, interrompit fermement Isabella. Ou peut-être ont-ils menti. Ou peut-être que c'est toi qui as préféré croire un mensonge plutôt que de faire confiance à ta femme. La culpabilité se tordit dans l'estomac d'Alexander comme un serpent venimeux. Où sont-ils? À l'école. Ce sont des enfants normaux, Alexander. Malgré les circonstances extraordinaires de leur conception et de leur naissance, ils vont à l'école. Ils ont des amis. Ils font du sport. Ils ont grandi sans père, mais ils n'ont pas manqué d'amour. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché quand ils sont nés? Pourquoi attendre 5 ans? Le rire d'Isabella sonna amèrement. Tu me demandes ça sérieusement? Tu m'as publiquement humilié. Tu m'as accusé d'infidélité. Tu m'as jeté de ta maison sans un sou. Et tu t'attendais à ce que je cours vers toi quand j'ai découvert que j'attendais non pas 1, mais 4 de tes enfants. Alexander baissa les yeux, incapable de soutenir l'intensité de son regard. Que veux-tu maintenant, Isabella? La vengeance? L'argent? Je veux ce qui est juste pour mes enfants. Je ne suis pas venu pour te détruire, même si je le pourrais avec ce que je sais de tes affaires. Je suis venu parce que l'un d'eux, Matt, a besoin de toi. Il a développé une maladie rare qui nécessite un traitement spécialisé, et pour cela, nous avons besoin de ton ADN. La révélation tomba sur Alexander comme une douche froide. Qu'est-ce qui ne va pas avec Matt? Pour la première fois, le masque de force d'Isabella se fissura. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle refusa de verser. Une maladie auto-immune rare. Les symptômes ont commencé il y a 6 mois. Nous avons consulté des spécialistes dans toute l'Europe. Le traitement dont il a besoin doit être personnalisé en fonction de ses informations génétiques complètes. Nous avons besoin d'échantillons de ton ADN. Alexander sentit le monde s'arrêter. Un de ses fils, un enfant qu'il ne connaissait pas, mais qui portait son sang, était malade. Pendant qu'il s'était consacré à accumuler richesse et pouvoir, ses propres enfants avaient grandi sans sa présence, sans son soutien. « Je ferai tout ce qu'il faudra, dit-il, la voix brisée.
Tout ce qu'il faudra. Isabella hocha la tête, s'autorisant un moment de vulnérabilité. Merci. Un silence inconfortable s'installa entre eux, rempli de mots non dits et de souvenirs douloureux. Comment as-tu obtenu les actions? Demanda finalement Alexander, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus familier. Isabella sourit avec un mélange de fierté et de défi. J'ai terminé mes études d'administration des affaires tout en élevant 4 bébés. Ce n'était pas facile, mais j'avais une motivation puissante. Lorsque l'héritage de ma tante a finalement été libéré après une longue bataille juridique, j'ai investi de manière stratégique. Ton expansion internationale a été précipitée, Alexander. Tu as fait des erreurs que n'importe quel étudiant de première année aurait évitées. Quand les actions ont chuté, j'attendais pour les acheter. Alexander ne put s'empêcher d'esquisser un sourire ironique. Tu as toujours été plus intelligente que moi. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de perspective. Tu ne voyais que des chiffres et des profits. Moi, je voyais des gens, des besoins, de réelles opportunités. L'arrivée des enfants de l'école interrompit leur conversation. Des voix enfantines emplirent la maison, s'approchant du jardin comme un tourbillon d'énergie. Ma maman, Matt, a gagné le concours de sciences, annonça l'un d'eux en faisant irruption dans le jardin, suivi de ses 3 frères. Tous les 4 s'arrêtèrent net en voyant Alexander. Le silence qui suivit fut le plus douloureux qu'Alexander ait jamais connu. 4 pères d'yeux, répliques exactes des siens, l'étudiaient avec un mélange de curiosité et de lassitude. Les enfants, dit Isabella d'une voix calme, voici Alexander Thorne, votre père. Pendant ce temps, à la Villa Serenity, Victoria Hayes avait une conversation téléphonique qui allait changer le cours des événements. Papa, elle est de retour et elle n'est pas seule. Albert Hayes, propriétaire de la chaîne hôtelière rivale de Thorne Hotels and Resorts, sourit à l'autre bout du fil. Depuis des années, il attendait une occasion de se venger d'Alexander, qui lui avait arraché plusieurs contrats importants en utilisant des méthodes qui frôlaient l'illégalité. « Tu es sûr que ce sont ses enfants? » demanda-t-il prudemment. 4 enfants identiques à celui il te m'a demandé d'identité de lui. Aucun doute. Intéressant, très intéressant. Reste proche de la situation et tiens-moi informé. Cela pourrait être l'occasion que nous attendions. Victoria raccrocha. En regardant la photographie d'Alexander et Isabella qu'elle avait trouvée dans la chambre, d'un geste de mépris, elle la jeta dans la corbeille à papier. Personne, et surtout pas cette femme du passé, n'allait se mettre entre elle et ses projets. Au siège de Thorne Hotels and Resorts, la nouvelle de la réapparition d'Isabella et des 4 héritiers s'était répandue comme une traînée de poudre. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Cela pourrait complètement déstabiliser l'entreprise, argumenta Robert Mendes, l'un des membres les plus anciens du conseil. Les actionnaires sont nerveux. Les actions ont chuté de 3% ce matin seulement. Nous devons publier une déclaration officielle, suggéra un autre. Quelque chose pour calmer les marchés. Et que proposez-vous que nous disions? Demanda Sophia Thorne, qui avait repris le département de la responsabilité sociale de l'entreprise après le départ de sa belle-sœur. Que mon frère a découvert 5 ans plus tard qu'il a 4 enfants, qu'il a vécu un mensonge, que notre ancienne directrice des opérations est revenue avec un pouvoir d'actionnaire suffisant pour défier le conseil. Le silence qui suivit révéla la gravité de la situation. Personne n'avait de réponse satisfaisante. Pendant ce temps, dans la modeste demeure louée, Alexander faisait face au moment le plus difficile de sa vie, la rencontre avec ses enfants. Les 4 garçons le regardaient avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité ouverte. « Pourquoi n'es-tu jamais venu nous voir? » demanda Rory, qui semblait plus âgé, bien qu'Isabella ait expliqué qu'ils étaient nés à quelques minutes d'intervalle. La question, directe et innocente, frappa Alexander plus durement que n'importe quelle accusation d'adulte. « Je croyais que vous n'étiez pas mes enfants, » répondit-il sincèrement. Les mensonges avaient déjà causé assez de dégâts. Mais nous te ressemblons. Gabriel, le plus silencieux des 4, observa. Tout le monde le dit. Je sais et je regrette chaque jour de ne pas l'avoir vu plus tôt. Matt, l'enfant malade, restait légèrement à l'écart, l'observant avec des yeux qui semblaient détenir une sagesse inappropriée pour son âge. « Vas-tu m'aider à aller mieux? » demanda-t-il finalement. Alexander sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il s'agenouilla devant le petit, le regardant dans les yeux. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ailles bien. Je te le promets, Julian,
le plus agité, interrompit avec impatience. Est-ce que ça veut dire que tu vas vivre avec nous? Serons-nous une famille normale? La question resta en suspens. Alexander regarda Isabella, cherchant une réponse. Mais son expression était inscrutable. Je ne sais pas si nous pouvons être une famille normale, répondit-il finalement. Mais je sais que je veux apprendre à vous connaître, être présent dans vos vies si vous m'en donnez la chance. Les 4 enfants échangèrent des regards, communiquant dans ce langage silencieux que seuls les frères et les sœurs, surtout les multiples, semblaient comprendre. Tu devras travailler très dur, déclara Rory avec un sérieux qui fit sourire Alexander. 5 ans, c'est beaucoup de devoirs en retard. Cette nuit-là, en retournant à la Villa Serenity, Alexander comprit l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir perdu Isabella ou d'avoir rejeté ses enfants. Il s'agissait d'avoir construit sa vie sur de fausses fondations. L'orgueil, la méfiance, la peur d'aimer vraiment. Les lumières de Los Angeles scintillaient au loin, se reflétant dans l'océan comme des étoiles tombées du ciel. Il se souvint d'une conversation avec sa mère des années auparavant, peu après avoir rencontré Isabella. « Fais attention, fils. Eleanor l'avait prévenu. Cette femme pourrait être celle qui fera enfin fondre la glace en toi. Et la fonte est toujours douloureuse. » Comme elle avait raison. La glace fondait et la douleur était insupportable. Mais il ressentait aussi autre chose. Quelque chose qu'il avait oublié. L'espoir. Une petite lumière perçant les fissures de la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur. Son téléphone sonna. C'était Victoria. « Où as-tu été toute la journée? Le conseil est en crise. Ils ont besoin que tu te présentes à la première heure demain. »« J'y serai, » répondit-il mécaniquement. « Tu l'as vu, n'est-ce pas? Tu as été avec elle. » Le ton accusateur de Victoria l'irrita soudainement. « J'ai rencontré mes fils, Victoria. » « Mes fils !» Le silence à l'autre bout du fil en disait plus long que n'importe quelle réponse. « Nous parlerons demain, » conclut Alexander en coupant la communication. En arrivant à la Villa Serenity, il la trouva plongée dans un silence oppressant. Les fantômes du passé semblaient rôder dans chaque recoin. Il se rendit directement à son bureau et ouvrit le tiroir où il gardait son bien le plus précieux, une vieille montre de poche qui avait appartenu à son grand-père. « N'abandonne jamais les tiens, » lui avait dit le vieil homme sur son lit de mort. « Je l'ai fait, et ça a été la plus grande erreur de ma vie. » Alexander n'avait jamais vraiment compris ces mots. Son grand-père avait été un pilier de la famille, un homme respecté et aimé. Qui avait-il abandonné? Quel secret avait-il emporté dans sa tombe? En contemplant la montre, il réalisa qu'il répétait des schémas familiaux qu'il ne connaissait même pas. La peur d'aimer, la peur de la trahison, la méfiance. D'où venait-elle vraiment? Le bruit de l'hélicoptère planant au-dessus de la demeure le tira de ses pensées. C'étaient les nouvelles locales, avides d'images du scandale qui occupaient déjà les gros titres numériques. Le magnat de l'hôtellerie Alexander Thorne découvre qu'il a 4 héritiers. Son empire commençait à vaciller, mais pour la première fois depuis des années, Alexander Thorne ne s'inquiétait pas de l'argent ou du pouvoir. Il avait 4 raisons bien plus importantes de se battre. Rory, Gabriel, Matt et Julian, ses fils. Commentez ci-dessous. Que pensez-vous que le secret du grand-père d'Alexander signifie pour son propre parcours? Alexander sera-t-il vraiment capable de se libérer de ses schémas passés? Le centre médical de l'UCLA à Los Angeles, avec ses installations imposantes et sa réputation d'être l'un des meilleurs centres médicaux des États-Unis, inspirait à la fois le respect et l'espoir. Alexander Thorne, assis dans une salle d'attente froide, éprouvait une vulnérabilité inhabituelle. Les tests pour déterminer sa compatibilité génétique avec Matt avaient été programmés en urgence grâce à ses contacts et à son influence. À côté de lui, Isabella feuilletait distraitement un magazine, bien qu'il soit évident qu'elle ne prêtait pas attention à son contenu. Les cernes sous ses yeux révélaient des nuits d'insomnie et d'inquiétude pour la santé de son fils. « Depuis combien de temps est-il malade? » demanda Alexander Burr, brisant le silence inconfortable. Isabella leva les yeux, surprise par la question. Les premiers symptômes sont apparus il y a 6 mois. Au début, nous pensions que c'était un simple rhume qui ne passait pas. Puis sont venues les douleurs articulaires, la fatigue constante, les fièvres inexplicables. Sa voix se brisa légèrement, mais elle se ressaisit avec cette force qu'Alexander en était venu à admirer. Nous avons consulté des spécialistes à Buenos Aires où nous vivions. Lorsque le diagnostic a été confirmé,
J'ai su que nous devions retourner aux États-Unis. Nous avions besoin de ton ADN pour un traitement personnalisé. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté directement? Pourquoi cette entrée spectaculaire à la fête? Un sourire amer se dessina sur les lèvres d'Isabella. Aurais-tu cru un simple texto ou un appel après 5 ans? Aurais-tu accepté que ces enfants soient les tiens sans les voir? J'avais besoin que tu les vois, que tu reconnaisses ta propre image en eux. Alexander ne pouvait pas contester sa logique. La méfiance avait toujours été son plus grand défaut, un bouclier qu'il avait construit depuis l'enfance. Monsieur Thorne appela une infirmière depuis l'embrasure de la porte. Le docteur Evans va vous recevoir maintenant. Le spécialiste, un homme d'âge mûr au comportement apaisant, les reçut dans son bureau. Les murs étaient couverts de diplômes et de reconnaissance internationale. L'état de Matt est rare mais pas désespéré, expliqua-t-il après avoir examiné les résultats préliminaires. Son système immunitaire attaque certaines cellules de son propre corps, provoquant une inflammation et des dommages aux tissus. Avec le bon traitement, il peut mener une vie tout à fait normale. Et pour ce traitement, vous avez besoin de mon ADN? Demanda Alexander. Exactement. La thérapie la plus efficace nécessite de concevoir des anticorps monoclonaux spécifiques basés sur le profil génétique complet du patient. Pour cela, nous avons besoin d'échantillons des deux parents. La bonne nouvelle, c'est que selon ces analyses préliminaires, vous êtes sans aucun doute le père biologique de Matt. Ces mots, prononcés avec une objectivité scientifique et aseptisée, confirmèrent ce que le cœur d'Alexander savait déjà. C'était un de ses enfants. Il l'avait toujours été. Quelles sont les prochaines étapes? Demanda-t-il. Comment demanda-t-il, déterminé à faire tout ce qui était nécessaire. Nous devrons effectuer une extraction de moelle osseuse. C'est une procédure invasive, mais fondamentale pour le traitement. Elle se fera sous anesthésie générale. Alexander hocha la tête, bien qu'un frisson lui parcourût l'échine. Depuis l'enfance, les hôpitaux lui provoquaient une terreur irrationnelle. Le résultat d'une expérience traumatisante lorsque, à 8 ans, il avait subi une intervention chirurgicale d'urgence après un accident. Nous le ferons demain, décida-t-il, ignorant sa peur. Combien de temps faudra-t-il pour que le traitement soit prêt après ça? Environ 2 à 3 semaines. En attendant, nous continuerons avec la thérapie actuelle pour contrôler les symptômes. En sortant de la consultation, Alexander remarqua qu'Isabella l'observait avec une expression indéchiffrable. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il. « Rien. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes si vite. Je me souviens de toi plus calculateur. Les gens changent, Isabella. Ou peut-être que tu ne m'as simplement jamais vraiment connu. Ou peut-être que c'est toi qui ne t'es jamais connu toi-même, répondit-elle doucement. Cet après-midi-là, Alexander se rendit à la Villa Serenity pour récupérer quelques effets personnels. Il avait décidé de s'installer temporairement dans un hôtel près de l'hôpital pour être disponible pendant le traitement de Matt. Sa surprise fut immense lorsqu'il trouva Eleanor, sa mère, en train de jouer avec les 4 enfants dans le jardin. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça? » Eleanor se leva avec sa dignité caractéristique, tandis que les enfants continuaient à jouer joyeusement avec un chien qu'Alexander ne se souvenait pas d'avoir vu auparavant. « J'ai invité Isabella et mes petites-filles à passer l'après-midi. C'est aussi leur maison. Isabella et moi sommes divorcés, mère, et cette maison est la mienne. » Eleanor le regarda avec cette expression qui, depuis l'enfance, le faisait se sentir petit et insignifiant. Cette maison est la maison de la famille Thorne depuis 3 générations. Elle appartient à la famille, pas seulement à toi. Et ses enfants sont des Thorne, que ça te plaise ou non. Alexander passa une main dans ses cheveux, frustré. Les choses ne sont pas si simples. Bien sûr qu'elles le sont. Tu as 4 merveilleux enfants et une ex-femme qui, malgré toute la douleur que tu lui as causée, a eu la générosité de revenir pour que tu puisses rencontrer tes enfants et aider à sauver la vie de l'un d'eux. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple que ça? À ce moment-là, Matt s'approcha d'eux prudemment. Des 4, il était le plus réservé, peut-être à cause de sa maladie. « Grand-mère Eleanor dit que tu as des photos de quand tu étais petit, » dit-il en s'adressant à Alexander. « Je peux les voir? Je veux savoir si je te ressemble. » Le cœur d'Alexander bondit à une demande si simple, mais si profonde. « Bien sûr, elles sont dans mon bureau. Viens, je vais te les montrer. » En montant les escaliers, Alexander sentit la petite main de Matt chercher la sienne. Ce simple geste de confiance enfantine désarma toutes ses défenses. Dans le bureau, il sortit des albums qu'il n'avait pas regardés depuis des années, des photographies de son enfance,
des vacances en famille, des compétitions sportives scolaires. Regarde ici, j'avais à peu près ton âge. Il montra une image où il apparaissait avec un trophée de natation. Matt étudia attentivement la photographie. J'ai les mêmes yeux et le même nez que toi, mais maman dit que j'ai son sourire. C'est vrai, ta mère a un très beau sourire. L'enfant hocha la tête sérieusement. C'est pour ça que je souris peu, pour le garder pour les occasions spéciales, comme elle. L'observation si pointue et pourtant si innocente émut profondément Alexander. Ses enfants avaient hérité non seulement de ses traits physiques, mais aussi de ses capacités d'observation, de sa sensibilité cachée derrière une façade de sérénité. Demain, je vais passer des tests à l'hôpital, dit Alexander, essayant d'expliquer la procédure d'une manière qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Ces tests aideront les médecins à préparer le médicament dont tu as besoin. Matt le regarda avec ses yeux sombres, pleins d'une sagesse inhabituelle pour son âge. Tu as peur? J'ai peur des aiguilles. Alexander ne pouvait pas mentir face à ce regard si semblable au sien. Oui, j'ai peur. Je n'aime pas les hôpitaux depuis que je suis petit. Moi non plus, avoua Matt. Mais maman dit que parfois, il faut être courageux même si on a peur. Ta mère est une femme très sage. Pendant ce temps, au siège de Thorn Hotels and Resorts, Victoria Hayes tenait une réunion à huis clos avec plusieurs membres du conseil d'administration. Alexander est émotionnellement compromis. Elle argumenta avec une passion calculée. Ses décisions personnelles affectent sérieusement l'entreprise. Les actions continuent de chuter. Les investisseurs sont nerveux. Que proposez-vous exactement? Demanda Robert Mendes, qui avait toujours été fidèle à Alexander. Un vote de défiance. Nous avons besoin qu'Alexander prenne un congé temporaire pendant qu'il résout ses affaires familiales. Je peux assumer la direction exécutive pendant cette période. Les membres du conseil échangèrent des regards mal à l'aise. Ce que Victoria proposait était pratiquement un coup d'État d'entreprise. Nous aurions besoin du soutien d'au moins 60% des actionnaires, rappela un autre membre du conseil. Et Alexander en contrôle 40. Victoria sourit avec confiance. Plus maintenant. Avec les 15% que possède son ex-femme, son contrôle a considérablement diminué. Et j'ai des raisons de croire qu'Isabella Cruz serait prête à soutenir cette motion. Ce que Victoria ne mentionna pas, c'est la conversation qu'elle avait eue ce matin-là avec son père. Albert Hayes avait proposé une fusion entre les deux chaînes hôtelières, avec lui comme président du groupe résultant et Victoria comme PDG. La première étape, écarter Alexander Thorne du pouvoir. Le matin de l'intervention, Alexander se réveilla, surpris par un cauchemar récurrent. Il se voyait enfant, abandonné dans un hôpital, tandis que son père s'éloignait sans se retourner. La peur des aiguilles, de l'anesthésie, de la vulnérabilité absolue d'être inconscient entre les mains d'étrangers le paralysait. Tout ira bien, l'assura Isabella, qui était venue à l'hôpital pour l'accompagner, bien qu'elle maintienne une distance émotionnelle évidente. C'est une procédure de routine, expliqua l'anesthésiste pendant que les infirmières préparaient le matériel nécessaire. Alexander, vêtu de la blouse d'hôpital, ne s'était jamais senti aussi démuni. Quand vous vous réveillerez, tout sera terminé, dit le médecin alors que l'anesthésie commençait à faire effet. Pensez à quelque chose d'agréable en vous endormant. L'image qui lui vint à l'esprit dans ses derniers moments de conscience n'était pas celle de ses succès commerciaux ou de ses propriétés de luxe. C'était celle de 4 enfants identiques riant dans le jardin de la Villa Serenity et d'Isabella les regardant avec un mélange de fierté et d'amour infini. Quand il se réveilla des heures plus tard, la première chose qu'il vit fut Isabella somnolente dans un fauteuil inconfortable à côté de son lit. Elle était restée là pendant toute la procédure. « Tu es revenu, murmura-t-il, la voix rauque à cause de l'intubation. Isabella ouvrit les yeux, momentanément désorientée. « Les garçons voulaient savoir que tu allais bien. Je leur ai promis que je veillerais sur toi. » La douleur dans le bas de son dos, là où la moelle osseuse avait été extraite, était intense. Mais Alexander la remarqua à peine. Une sensation plus puissante l'envahit. La gratitude. « Merci, dit-il simplement, d'être resté pour les enfants, pour tout. » Isabella détourna le regard, mal à l'aise face à sa vulnérabilité inhabituelle. « Tu devrais te reposer. Le médecin a dit que tu pourrais sortir demain si tout va bien. » Mais quand elle essaya de se lever pour partir, Alexander lui prit doucement la main. « Reste, s'il te plaît, juste un peu plus longtemps. » Et contre toute attente, elle resta.
Laissez vos commentaires. Que pensez-vous du surprenant changement de cœur d'Isabella? Comment les regrets passés d'Alexander façonneront-ils ses décisions futures dans les jours à venir? Tandis qu'Alexander se remettait à la Villa Serenity sous les soins d'Eleanor et les visites quotidiennes des enfants, Isabella se consacra à l'enquête sur la situation financière de l'entreprise. Sa formation en administration et ses années d'expérience dans le secteur lui permirent de voir clairement ce que d'autres négligeaient. Ce qu'elle découvrit l'alarma profondément. L'expansion internationale qu'Alexander avait entreprise était basée sur des prêts à des conditions abusives et des contrats qui compromettaient sérieusement la viabilité future de l'entreprise. Quelqu'un l'avait délibérément mal conseillé, le menant vers un désastre financier programmé. Ce quelqu'un avait un nom et un prénom. Victoria Hayes. La fête de la nuit du feu illuminait la côte californienne de feux de joie se reflétant dans l'océan comme des étoiles tombées du ciel. La tradition voulait que, lors de la nuit la plus courte de l'année, les vœux écrits sur papier et jetés au feu se réalisent, tandis que les mauvais souvenirs seraient consumés par les flammes purificatrices. La Villa Serenity, pour la première fois en 5 ans, bourdonnait d'activités enfantines. Les quadruplés, fascinés par la célébration qu'ils n'avaient jamais vécue à Londres, couraient le long de la plage privée sous l'œil vigilant d'Eleanor, qui avait organisé une petite fête familiale pour l'occasion. Alexander, encore endolori par l'extraction de moelle osseuse des semaines auparavant, observait la scène depuis la terrasse. Le rire cristalline de ses enfants se mêlait au bruit des vagues et aux éclats occasionnels de feux d'artifice que des jeunes lançaient sur la plage publique adjacente. « Tu ne devrais pas rester debout si longtemps », le surprit la voix d'Isabella. Le médecin a recommandé du repos. « Je vais bien », répondit-il automatiquement, bien que la douleur lancinante dans le bas de son dos contredise ses paroles. « Comment va Matt? » Les premiers résultats du traitement sont prometteurs. L'inflammation a diminué et la fièvre n'est pas revenue depuis 3 jours. Un poids invisible se souleva des épaules d'Alexander. Depuis qu'il avait appris le diagnostic de son fils, il vivait avec une peur constante qu'il n'admettrait jamais à voix haute. « Je suis content », dit-il simplement, incapable d'exprimer l'ampleur de son soulagement. Isabella s'appuya sur la balustrade à côté de lui, contemplant les enfants qui aidaient maintenant Eleanor à préparer le feu de joie. La proximité de son corps, le parfum subtil qu'elle avait toujours porté, réveillèrent en Alexander des souvenirs qu'il croyait oubliés. « Te souviens-tu de notre première nuit du feu ?» demanda-t-elle comme si elle avait lu dans ses pensées. « Comment pourrais-je l'oublier? Je t'ai emmené dans cette crique cachée près de Malibu, et nous avons écrit nos vœux et nous les avons jetés au feu ensemble, » continua Isabella, le regard perdu à l'horizon. « J'ai souhaité que nous fondions une famille. » La révélation frappa durement Alexander. « Tu ne me l'as jamais dit. On n'est pas censé révéler ses vœux de la nuit du feu si on veut qu'ils se réalisent. » Elle sourit mélancoliquement, bien que je suppose qu'il se soit finalement réalisé d'une manière qu'aucun de nous n'aurait imaginée. Le silence qui suivit était chargé d'émotions contenues, de mots non dits et de blessures encore ouvertes. « Qu'as-tu souhaité cette nuit-là » demanda finalement Isabella. Alexander hésita un instant avant de répondre. « J'ai souhaité ne jamais devenir comme mon père. » L'ironie de ce vœu non exaucé flottait entre eux comme un fantôme. Alexander avait répété exactement le schéma qu'il craignait tant. L'abandon, l'absence, la priorité au travail sur la famille. « Tu as encore le temps de briser ce cycle », dit doucement Isabella, le surprenant par sa compréhension. « Ils ont besoin de toi, surtout Matt. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone interrompit le moment. C'était Sophia, sa sœur. « Alexander, tu dois venir au bureau immédiatement. » Victoria a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil. Il prévoit un vote de défiance pour te retirer temporairement de la direction. La nouvelle le laissa momentanément sans voix. Sous quel prétexte? Incapacité temporaire pour des raisons personnelles. Ils prétendent que ta situation familiale affecte ton jugement commercial et la stabilité de l'entreprise. La fureur commença à bouillir en Alexander. « J'y serai dans 30 minutes. » En raccrochant, il rencontra le regard interrogateur d'Isabella. « Des problèmes à l'entreprise, » expliqua-t-il sèchement. « Victoria Hayes fait des siennes. Elle a deviné. Je ne suis pas surprise. J'ai enquêté sur les opérations d'expansion internationale que tu as entreprises après notre divorce. Quelqu'un t'a délibérément mal conseillé, Alexander. Ces contrats sont conçus pour affaiblir l'entreprise à long terme.
Alexander la regarda avec surprise. Comment sais-tu ça? Parce que je connais le secteur aussi bien que toi et parce que j'ai accès à l'information en tant qu'actionnaire. La question est, qui bénéficierait de la chute de Thorn Hotels and Resorts? La réponse était évidente. Albert Hayes, le père de Victoria, est propriétaire de la chaîne hôtelière rivale. Je dois y aller, dit Alexander en se dirigeant vers la maison. Profite de la fête avec les enfants. Je viens avec toi, déclara fermement Isabella. Mes actions peuvent être décisives dans ce vote. Le bâtiment de verre et d'acier abritant le siège de Thorn Hotels and Resorts brillait sous les dernières lueurs du coucher de soleil. Dans la salle de réunion du dernier étage, tout le conseil d'administration attendait avec des expressions tendues. Quand Alexander entra, suivi d'Isabella, un murmure de surprise parcourut la pièce. Personne ne s'attendait à ce que son ex-femme apparaisse aux côtés de l'homme qu'elle était censée être là pour détruire. Victoria, élégamment vêtue d'un tailleur rouge vif, ne put cacher son malaise face à la présence d'Isabella. « C'est une réunion privée du conseil », dit-elle froidement. « Madame Cruz n'est pas autorisée à être ici. Madame Cruz possède 15% des actions de cette société », répondit calmement Alexander. « Elle a tout à fait le droit d'être présente. » Robert Mendes, en tant que membre le plus ancien du conseil, prit la parole. « Alexander, cette réunion a été convoquée pour discuter de la situation difficile à laquelle l'entreprise est confrontée. Certains membres du conseil pensent que vos circonstances personnelles actuelles peuvent affecter votre capacité à diriger efficacement. » En d'autres termes, interrompit Alexander, Victoria vous a convaincu que j'ai besoin d'une pause pendant qu'elle prend le contrôle. Est-ce que je me trompe? Le silence inconfortable confirma ses soupçons. Avant de procéder à un vote, continua-t-il, j'aimerais présenter quelques données qui pourraient changer la perspective de ce conseil. D'un geste, il invita Isabella à parler. Elle s'avança avec l'assurance de quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain sur lequel elle marche. Au cours des dernières semaines, j'ai analysé méticuleusement les contrats d'expansion internationale signés par cette société au cours des 3 dernières années. Elle commença à projeter des documents sur l'écran géant de la salle. Ce que j'ai découvert est, pour le moins, préoccupant. Pendant la demi-heure suivante, Isabella exposa chirurgicalement comment les accords signés sous les conseils de Victoria contenaient des clauses cachées qui compromettaient sérieusement la viabilité à long terme de l'entreprise. Pire encore, elle démontra comment ces clauses bénéficiaient indirectement à Hayes Hospitality Group, la société du père de Victoria. En résumé, conclut Isabella, nous sommes face à un cas flagrant de conflit d'intérêts qui frise l'illégalité. Mademoiselle Hayes a utilisé sa position privilégiée pour affaiblir systématiquement Thorn Hotels and Resorts, tout en renforçant la société de son père. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Victoria, pâle de fureur, se leva brusquement. « C'est de la calomnie. Je ne permettrai pas qu'une femme bafouée qui a quitté l'entreprise il y a 5 ans vienne ici maintenant et lance des accusations sans fondement. » « Sans fondement ?» Isabella sourit calmement. « Chaque donnée est étayée par des documents signés par vous-même, Victoria. Et quant à être bafoué, je vous rappelle que c'est Alexander qui m'a publiquement expulsé de sa vie et non l'inverse. » Robert Mendes, visiblement agité par les révélations, intervint. « Je crois que nous devons reporter tout vote jusqu'à ce que ces documents soient vérifiés par notre service juridique. »« Cela semble raisonnable, » acquiesça Alexander. « En attendant, je suggère que Mademoiselle Hayes soit temporairement suspendue de ses fonctions jusqu'à ce que ce possible conflit d'intérêts soit clarifié. » Le vote pour cette mesure provisionnelle fut unanime, avec l'abstention forcée de Victoria. Avant de quitter la salle, elle s'arrêta devant Isabella avec un regard plein de haine. « Ce ne sera pas la fin, » murmura-t-elle, de sorte que seule Isabella puisse l'entendre. « Mon père et moi avons investi trop de temps dans ce plan pour qu'une arriviste ruine tout. » Isabella soutint son regard sans sourciller. « Vous auriez dû mieux enquêter sur mon histoire, Victoria. Personne qui a élevé 4 enfants simultanément ne se laisse facilement effrayer. Aimez cette vidéo. Que pensez-vous du génie stratégique d'Isabella? Comment cette bataille d'entreprise se terminera-t-elle? Laissez vos commentaires ci-dessous. De retour à la Villa Serenity, l'atmosphère dans la voiture était étrangement intime. L'adrénaline de la confrontation avait laissé place à un calme partagé entre Alexander et Isabella. « Merci, dit-il finalement, brisant le silence. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour m'avoir ouvert les yeux sur Victoria. J'ai été un idiot complet. »
Tu ne serais pas le premier homme à être manipulé par une femme séduisante avec un agenda caché, répondit-elle avec un sourire ironique. De plus, j'ai autant d'intérêt que toi à ce que l'entreprise prospère. C'est l'avenir de nos fils. Ces deux mots résonnèrent dans le cœur d'Alexander, comme un écho de ce qui aurait pu être et n'a jamais été, de ce qui pourrait peut-être encore être. Pourquoi es-tu vraiment revenu, Isabella? Demanda-t-il en quittant momentanément la route des yeux pour observer son profil. Tu aurais pu envoyer tes avocats pour les actions. Tu aurais pu me contacter discrètement pour le traitement de Matt. Pourquoi l'entrée spectaculaire à la fête? Pourquoi t'exposer comme ça? Isabella resta silencieuse si longtemps qu'Alexander pensa qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix contenait une vulnérabilité qu'elle ne lui avait pas montrée depuis des années. Parce que j'avais besoin de voir ton visage quand tu verrais les garçons. J'avais besoin de savoir s'il restait quelque chose d'humain en toi, quelque chose de l'homme dont je suis tombée amoureuse. Et parce qu'ils méritent de connaître leur père, de comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, et quel verdict as-tu rendu. Reste-t-il quelque chose de cet homme? La question flottait entre eux comme une bulle fragile qui pouvait éclater au moindre souffle. Je pense qu'il lutte pour sortir, répondit finalement Isabella. Mais il a beaucoup de démons à vaincre d'abord. En arrivant à la Villa Serenity, ils trouvèrent la fête de la nuit du feu en plein essor. Eleanor avait organisé un petit feu de joie sur la plage privée, et les enfants sautaient autour en suivant la tradition de demander au feu purificateur d'éloigner les maux et d'apporter la bonne fortune. Rory, le plus extraverti des quatre, courut vers eux dès qu'il les vit. « Papa, maman, vous devez écrire vos vœux. Grand-mère dit que c'est la tradition. » Papa. C'était la première fois qu'un des enfants l'appelait ainsi, et l'impact émotionnel fut si fort qu'Alexander dut cligner des yeux pour retenir les larmes qui menaçaient de déborder. Gabriel s'approcha avec deux petits morceaux de papier et des crayons. « Vous devez écrire quelque chose que vous voulez qu'il arrive et quelque chose que vous voulez oublier, expliqua-t-il avec son sérieux caractéristique. Ensuite, vous les jetez dans le feu et ils se réalisent. Isabella et Alexander échangèrent un regard complice, se souvenant de cette lointaine nuit du feu où ils étaient jeunes et amoureux, avant que l'ambition et l'orgueil ne les séparent. Pendant qu'ils écrivaient leurs vœux, Matt s'approcha prudemment de son père. Le traitement fonctionnait, mais il se fatiguait encore facilement et avait besoin de soins particuliers. « Qu'est-ce que tu vas souhaiter, papa? » demanda-t-il curieusement. Alexander contempla le papier blanc, sentant le poids des 5 dernières années, des mauvaises décisions, des occasions perdues. Finalement, il écrivit « Je souhaite être le père que mes fils méritent et l'homme qu'Isabella croyait que je pouvais être. »« Et toi, qu'as-tu souhaité? » demanda-t-il à son fils en pliant soigneusement le papier pour que personne ne puisse en lire le contenu. « J'ai souhaité que nous restions tous ensemble, » répondit Matt avec la sincérité brute des enfants. « Toi, maman, mes frères, grand-mère, comme une famille normale. » La simplicité du souhait de cet enfant contrastait douloureusement avec la complexité de la situation des adultes. Alexander serra son fils dans ses bras, sentant quelque chose se briser et guérir simultanément en lui. « C'est un bon souhait, murmura-t-il contre les cheveux de l'enfant, identiques aux siens. Très bon. » Quand vint le moment de jeter les papiers au feu, toute la famille forma un cercle autour du feu de joie. Eleanor récita l'invocation traditionnelle, demandant au feu de consumer le mal et de renforcer le bien. Un par un, ils jetèrent leurs vœux dans les flammes. Quand ce fut le tour d'Isabella, Alexander crut voir une larme couler sur sa joue, rapidement essuyée. Qu'aurait-elle souhaité? Y aurait-il encore de la place dans son cœur pour l'homme qui lui avait causé tant de douleur? La nuit avança, et les enfants, épuisés par l'excitation de la journée, finirent par s'endormir. Eleanor se retira dans sa chambre, laissant Isabella et Alexander seuls sur la terrasse, contemplant les dernières braises du feu de joie et la mer calme sous la pleine lune. « Tu sais ce qui est le plus ironique? » remarqua Isabella, brisant le silence confortable. « C'est que lorsque tu m'as jeté dehors cette nuit-là, je prévoyais de te quitter. » L'aveu surprit Alexander. « Pourquoi? » « Parce que j'avais découvert que tu n'étais pas l'homme que je croyais. Tu étais devenu quelqu'un de froid, obsédé par le pouvoir et le contrôle, incapable de montrer de la vulnérabilité ou une affection sincère. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai décidé de te donner une dernière chance,
Nous savons comment ça s'est terminé. Et maintenant, qui penses-tu que je suis maintenant? Isabella le regarda droit dans les yeux avec cette intensité qui l'avait toujours désarmé. Cela dépend de toi, Alexander, des décisions que tu prendras à partir de maintenant. Au loin, les derniers feux d'artifice de la nuit du feu illuminaient le ciel, leur rappelant que, selon la tradition, c'était une nuit magique où tout était possible, même les miracles. Commentez ci-dessous. Qu'est-ce qu'Isabella a bien pu souhaiter selon vous? Quelle est la leçon la plus importante qu'Alexander a apprise jusqu'à présent? L'automne californien peignait les jardins de la Villa Serenity de teintes ocre et or. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit du feu, qui avait marqué un tournant dans la vie des Thorne. Alexander, assis sur le porche avec une tasse de café fumante, regardait ses 4 fils jouer dans le jardin sous l'œil vigilant d'Eleanor. Les garçons avaient commencé l'école en Californie, s'adaptant avec une facilité surprenante à leur nouvelle vie. Matt, en particulier, montrait une nette amélioration. Le traitement développé grâce à la moelle osseuse d'Alexander fonctionnait mieux que prévu. Ses joues autrefois pâles affichaient maintenant une couleur saine et son énergie augmentait de jour en jour, lui permettant de jouer presque au même rythme que ses frères. Les résultats sont extraordinaires, avait commenté le Dr. Evans lors du dernier contrôle. La réponse au traitement personnalisé a dépassé nos attentes les plus optimistes. Si cela continue ainsi, dans 6 mois, nous pourrions parler de rémission complète. Ces mots avaient soulevé le poids invisible qu'Alexander portait sur ses épaules depuis qu'il avait appris la maladie de son fils. Un fils qu'il commençait à peine à connaître, mais qui occupait déjà une place irremplaçable dans son cœur. Le bruit de pas interrompit ses pensées. Isabella s'approcha avec plusieurs documents à la main, et cette expression déterminée qu'il connaissait si bien. « Les rapports de l'audit externe viennent d'arriver », annonça-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « C'est pire que ce que nous pensions. » Suite aux révélations sur le rôle de Victoria dans la débâcle financière de l'entreprise, le Conseil avait ordonné un audit complet de toutes les opérations internationales menées au cours des 3 dernières années. Les résultats préliminaires confirmaient les soupçons. Une stratégie délibérée pour affaiblir Thorne Hotels and Resorts au profit de Hayes Hospitality Group. Combien de temps avons-nous avant que la situation ne soit irréversible? Demanda Alexander, étudiant les graphiques qui montraient une baisse alarmante des marges bénéficiaires. 6 mois, peut-être moins, répondit franchement Isabella, à moins que nous n'appliquions des changements drastiques. Au cours des dernières semaines, ils avaient travaillé ensemble pour élaborer un plan de sauvetage. Leur relation professionnelle avait progressivement évolué, retrouvant une partie de la complicité qui les avait autrefois unis. Ils partageaient le même objectif, sauver l'entreprise dont leur fils hériterait un jour. « J'ai une proposition », continua Isabella en lui montrant un plan stratégique détaillé. « Pendant mon séjour en Argentine, j'ai établi des contacts précieux avec des investisseurs latino-américains intéressés par une expansion en Europe. Si nous réorientons notre expansion vers une alliance stratégique au lieu d'une concurrence directe avec d'autres chaînes, nous pourrions inverser la situation. » Alexander étudia attentivement la proposition. Elle était brillante, innovante et, surtout, viable. Mais elle exigeait un changement fondamental dans sa philosophie d'entreprise. Il devrait renoncer à une partie du contrôle absolu qu'il avait toujours exercé. Cela signifierait réorganiser complètement le conseil d'administration, observa-t-il, identifiant immédiatement l'implication la plus délicate et nommer de nouveaux directeurs pour des domaines clés. Isabella hocha la tête. Des personnes en qui nous pouvons avoir une confiance totale. La proposition impliquait un autre changement significatif. Isabella assumerait le rôle de directrice des opérations internationales, le poste qu'elle avait quitté 5 ans auparavant. Son expérience sur le marché latino-américain serait cruciale pour le succès du plan. « Es-tu sûr de vouloir t'impliquer à ce niveau? » demanda Alexander. « Cela signifierait moins de temps avec les enfants. » Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres d'Isabella. « J'ai été mère à plein temps pendant 5 ans. Les enfants grandissent, commencent leur vie scolaire. C'est le moment idéal pour reprendre ma carrière, surtout si cela assure leur avenir. » Le silence qui suivit était chargé de sens. Tous deux savaient que cette décision modifierait définitivement la dynamique entre eux. Ils ne seraient plus simplement des ex-époux unis par leurs enfants, mais des partenaires dans un projet d'entreprise ambitieux. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » ajouta Isabella. « J'ai reçu une offre d'Albert. » Albert Hayes. Alexander se tendit visiblement.
Quel genre d'offre? Il veut acheter mes actions à un prix bien supérieur à celui du marché. En échange, il retirerait les poursuites qu'il prépare contre toi pour mauvaise gestion présumée. La nouvelle ne surprit pas Alexander. Après la suspension de Victoria et le début de l'enquête interne, Albert Hayes avait lancé une campagne agressive pour déstabiliser davantage l'entreprise. Que lui as-tu dit? Que mes actions ne sont pas à vendre. Pas à lui, en tout cas. Leurs regards se croisèrent, communiquant sans mots ce qu'ils savaient tous les deux. Ils étaient dans cette bataille ensemble, unis par un lien plus fort que le ressentiment passé. Ce même après-midi, alors qu'Alexander examinait de vieux documents familiaux, cherchant des informations qui pourraient être utiles pour la restructuration de l'entreprise, il trouva une boîte en bois sculptée qu'il ne se souvenait pas d'avoir vue auparavant. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photographies délavées et un journal intime à l'écriture reconnaissable de son grand-père, Ernest Thorne. Intrigué, il commença à lire. Ce qu'il découvrit dans ces pages changea complètement sa compréhension de l'histoire familiale. Ernest Thorne n'avait pas abandonné sa famille comme on le lui avait toujours dit. Il avait été contraint de s'éloigner pour les protéger lorsqu'il avait découvert que son associé et meilleur ami, Richard Cruz, le grand-père d'Isabella, était impliqué dans des affaires illicites qui auraient pu les envoyer tous les deux en prison. Je préfère que mon fils me déteste, me croyant lâche, plutôt que de le voir souffrir des conséquences de mes erreurs, avait écrit Ernest dans la dernière entrée du journal datée peu avant sa mort. Un jour, quand le danger sera passé, j'espère que la vérité éclatera et qu'il comprendra que ce qui semblait être un abandon était en réalité l'acte d'amour le plus douloureux de ma vie. Alexander sentit le monde vaciller sous ses pieds. Toute sa vie, il avait grandi en haïssant le souvenir d'un grand-père qu'il croyait lâche, un homme qui avait abandonné sa famille par égoïsme. Cette découverte non seulement réhabilitait l'image d'Ernest, mais expliquait aussi l'origine de la peur pathologique de l'abandon qui avait marqué des générations dans sa famille. Le journal à la main, il chercha Isabella, qui aidait les enfants à faire leurs devoirs dans le salon principal. « Je dois te montrer quelque chose », dit-il avec une urgence dans la voix, qui la fit le suivre sans poser de questions jusqu'au bureau. Tandis qu'Isabella lisait les pages du journal, son visage reflétait le même choc qu'Alexander avait ressenti. Mon grand-père était impliqué dans des activités illicites, et le mien a sacrifié ses relations familiales pour nous protéger tous. Alexander hocha la tête. Ce secret a empoisonné nos familles pendant des générations, Isabella. Mon père a grandi en croyant avoir été abandonné, développant la même peur qu'il m'a ensuite transmise. Et moi, et tu as répété le schéma, compléta-t-elle, comprenant enfin l'origine de cette méfiance innée qui avait toujours caractérisé Alexander. La peur de l'abandon t'a poussé à abandonner en premier, avant d'être abandonné. La vérité, si simple et pourtant si profonde, tomba sur eux comme une révélation. Le cycle de douleur qui avait tourmenté la famille Thorne pendant des décennies pouvait enfin être brisé. Abonnez-vous à notre chaîne. Que pensez-vous de cette révélation familiale choquante? Comment cette nouvelle compréhension impactera-t-elle la relation d'Alexander et Isabella à l'avenir? Les semaines suivantes furent remplies d'un travail intense. Le plan de sauvetage proposé par Isabella fut présenté au conseil d'administration et, après un débat intense, fut approuvé à une courte majorité. Comme prévu, la réorganisation impliqua des changements douloureux. Plusieurs cadres fidèles à Victoria furent relevés de leurs fonctions et de nouveaux talents, beaucoup issus du marché latino-américain, rejoignirent des postes clés. Albert Hayes, se voyant privé de son informateur dans l'entreprise, intensifia ses attaques médiatiques et juridiques. Mais la stratégie conçue par Isabella commença à porter ses fruits. Les premiers accords avec des investisseurs argentins et mexicains injectèrent des capitaux frais et ouvrirent de nouveaux marchés pour Thorne Hotels and Resorts. Le plus surprenant pour ceux qui connaissaient Alexander fut sa capacité à s'adapter à la nouvelle structure de pouvoir partagé. Pour la première fois de sa carrière, il apprenait à déléguer, à faire confiance au jugement des autres, à écouter différentes perspectives. « Tu es devenu plus sage », observa Eleanor un après-midi, alors qu'ils regardaient les enfants décorer la demeure pour Noël. Leur premier célébré tous ensemble. « J'ai fini par comprendre ce qui compte vraiment », répondit-il simplement. « Et ce ne sont pas les propriétés ou les actions. » Le traditionnel dîner de réveillon de Noël à la Villa Serenity avait toujours été un événement marquant du calendrier social. Cette année, cependant, Alexander avait décidé que ce serait une célébration familiale intime. Seuls les plus proches, Eleanor, Sophia,
les enfants, quelques amis de toujours et, bien sûr, Isabella. Le salon principal scintillait de décorations de Noël que les quadruplés avaient aidé à installer. Un immense pain naturel dominait l'espace, chargé d'ornements traditionnels et de lumières scintillantes. De doux chants de Noël jouaient en fond sonore, se mêlant aux rires et aux conversations des invités. Matt, complètement rétabli après des mois de traitement, courait avec ses frères autour de la table où serait servi le dîner traditionnel. Sa transformation était le plus beau cadeau qu'Alexander aurait pu recevoir. Il te ressemble de plus en plus chaque jour, commenta Isabella, en s'approchant avec 2 verres de cidre pétillant. Pas seulement physiquement, mais dans sa détermination, dans sa façon d'analyser chaque situation avant d'agir. Alexander accepta le verre, s'autorisant un moment pour admirer la femme qui, contre toute attente, était revenue dans sa vie. Le temps et les expériences partagées l'avaient transformée, la dotant d'une confiance et d'une force intérieure qui la rendaient encore plus belle à ses yeux. Merci, dit-il simplement, pour tout, pour avoir sauvé l'entreprise, pour avoir élevé nos fils merveilleusement, pour m'avoir donné une seconde chance que je ne mérite pas. Isabella sourit avec un mélange de tendresse et de mélancolie. Nous méritons tous des secondes chances, Alexander. Ce qui est important, c'est ce que nous en faisons. Quand vint le moment de s'asseoir à table, Alexander surprit tout le monde en demandant le silence pour un toast spécial. Le verre levé, il regarda chaque personne présente, s'arrêtant finalement sur Isabella. Ce soir, je veux partager avec vous tous quelque chose que j'ai récemment découvert. Que la vraie valeur n'est pas de maintenir les apparences ou d'accumuler du pouvoir, mais de reconnaître nos erreurs et de travailler pour les corriger. Sa voix, habituellement ferme et autoritaire, tremblait légèrement d'une émotion contenue. Il y a 5 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai laissé l'orgueil et la peur m'éloigner de la seule chose vraiment précieuse, ma famille. Ce soir, publiquement, je veux m'excuser auprès d'Isabella pour la douleur que je lui ai causée. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues d'Eleanor et de Sophia. Les enfants regardaient la scène avec curiosité et une compréhension instinctive de son importance. Je ne peux pas changer le passé, continua Alexander, mais je peux t'offrir, Isabella, un avenir différent. Je ne demande pas que nous retournions à ce que nous étions. Je demande l'opportunité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, basé sur le respect mutuel et l'amour pour nos enfants. Je demande du temps pour reconstruire la confiance que j'ai détruite, pour te montrer que j'ai changé, pour peut-être un jour regagner ton amour. Le silence qui suivit sembla retenir le souffle du monde entier. Isabella, les yeux brillants de larmes non versées, se leva finalement. Le temps nous a beaucoup appris à tous les deux, Alexander. Il nous a montré que ce qui semblait être une fin définitive n'était en réalité qu'un détour sur notre chemin. Nos fils sont la preuve vivante que parfois, de la plus grande douleur peuvent naître les plus grandes bénédictions. Prenant son verre, elle le leva dans un geste qui contenait de l'espoir et une promesse. Aux secondes chances, à la famille que nous reconstruisons, à l'avenir qui nous attend, quelle que soit sa forme. Lorsque les verres s'entrechoquèrent, scellant ce pacte tacite, les quadruplés coururent pour embrasser leurs parents, formant un cercle parfait d'amour et de possibilités. Dehors, le doux décembre californien enveloppait la demeure d'une douce brise océanique. Les étoiles brillaient de 1000 feux sur le Pacifique, témoins silencieux d'une histoire qui, comme tant d'autres, avait eu besoin de s'éloigner de son origine pour enfin trouver sa véritable destinée. À ce moment d'harmonie parfaite, Alexander comprit la leçon la plus précieuse, que parfois, ce qui semble être un abandon peut en réalité être un acte d'amour, et que même les blessures les plus profondes peuvent guérir lorsqu'elles sont exposées à la lumière de la vérité et du pardon. Cette fin vous a-t-elle fait verser une larme? Selon vous, quel est le message ultime de cette histoire? Laissez vos commentaires ci-dessous.